L'objectif de la vidéo aujourd'hui, c'est de vous présenter une carte conceptuelle de la négligence. Alors, je suis Robert Posé, professeur associé à l'Université de Sherbrooke, professeur associé aussi à l'Université Laval, donc ancien directeur de l'Institut universitaire du Centre jeunesse de Québec et ancien aussi directeur du Centre RBC à Sherbrooke. Alors, essentiellement, je suis à l'origine de la conception des cartes conceptuelles. Alors, juste vous rappeler d'abord qu'une carte conceptuelle, c'est d'abord et avant tout un outil d'évaluation pour soutenir la pratique évaluative des intervenants, soit à l'évaluation orientation, à l'application des mesures. Puis ça peut être aussi utilisable en première ligne pour les intervenants qui travaillent dans des situations, par exemple, de risque de négligence. Alors, une carte conceptuelle, c'est toujours construit sur la base d'une recension des écrits exhaustifs sur l'ensemble des facteurs de risque associés à la problématique. Et il y a aussi une recension des écrits sur quelles sont les meilleures pratiques concernant la problématique sur laquelle on porte notre attention. Alors, essentiellement, ce que je vais vous présenter, c'est la carte conceptuelle qu'on a conçue sur la base de cette recension des écrits-là. Et sachez que si vous utilisez cette carte conceptuelle-là, mais vous avez accès à la recension des écrits pour prendre connaissance de l'ensemble des résultats de recherche qui nous ont servi à construire cette carte-là. De façon générale, les auteurs s'entendent pour dire que la négligence, il y a deux grands volets qu'on devrait prendre en considération dans cette problématique-là. D'abord, bien sûr, c'est la première chose qui saute aux yeux, il y a une perturbation de la relation parent-enfant dans cette problématique-là. Donc, notamment, on voit qu'il y a généralement des pratiques éducatives non ajustées aux besoins de l'enfant pour le parent. Et on parle aussi, dans les situations de négligence, d'une perturbation de la relation famille-collectivité. Alors, ce n'est pas juste une question de relation du parent avec l'enfant, mais c'est aussi la relation du parent, de la famille avec la collectivité, qui est souvent une source de tension, une source de stress, un facteur de risque important pour l'exercice de la parentalité. Quand on fait l'évaluation donc d'une situation de négligence, vous avez donc dans cette carte-là l'ensemble des dimensions sur lesquelles un intervenant devrait porter son attention avant de planifier son intervention. Alors, si on regarde de façon un peu plus spécifique chacune des variables, on voit qu'il va y avoir, du point de vue du parent, il peut y avoir certains problèmes d'adaptation du parent ou certaines vulnérabilités personnelles du parent qui vont bien sûr affecter éventuellement ses pratiques parentales. On voit aussi qu'il y a des vulnérabilités parfois conjugales, des vulnérabilités familiales qui viennent aussi affecter l'adaptation du parent, mais qui viennent aussi affecter la manière dont les pratiques parentales vont être données, si on veut. Et on a aussi, dans la situation de négligence, il y a, dans la plupart des situations de négligence, des ressources économiques insuffisantes et des ressources communautaires et sociales qui sont peu accessibles, insuffisantes ou parfois peu utilisées par les familles. Ce sont des catégories de variables sur lesquelles on devrait porter notre attention. On voit aussi en bas de la carte, quand on fait une évaluation d'une situation de négligence, on devrait faire aussi l'historique du parent. Donc, voir quels sont les antécédents du parent en termes, est-ce que le parent a déjà vécu de la maltraitance? Est-ce qu'il a été confronté à des situations traumatiques? Est-ce qu'il a été confronté à plusieurs stress dans sa vie? Est-ce qu'il y a une histoire de placement qui ont été difficiles pour lui en milieu substitut? Et on peut avoir aussi, on peut porter notre attention sur la situation actuelle de la famille. Est-ce que la famille est confrontée à plusieurs stress? Et est-ce que les parents, quand ils ont donné naissance à l'enfant, est-ce que les parents étaient jeunes? Est-ce qu'ils avaient les ressources nécessaires pour faire face à ce défi-là? Et une dimension sur laquelle on doit aussi porter notre attention, c'est sur les multiples besoins des enfants par rapport auxquels les parents doivent porter leur attention. Lorsqu'on est confronté comme intervenant à une situation qu'on pense être une situation de négligence, la première chose qu'on doit tenter de documenter, c'est de quelle nature, quel est le type de négligence auquel l'enfant pourrait être confronté. Alors ici, vous avez la liste de toutes les possibilités, les types de négligence possibles. On peut se poser la question aussi, est-ce que cet enfant-là a été confronté ou est-ce que la situation de négligence a été souvent signalée à la protection de la jeunesse? Et on se pose aussi la question, quel est le niveau de sévérité de cette négligence-là? Est-ce que c'est une négligence qui est plutôt situationnelle, périodique? Est-ce que c'est récurrent ou est-ce que c'est quelque chose qui est très installé dans la situation de l'enfant? Donc, ce sont des éléments importants à documenter parce que dépendamment de la nature de la négligence, la sévérité et la récurrence, là, il y aura des conséquences sur l'enfant qui risquent d'être très différentes.
C'est la première question sur laquelle on doit porter notre attention. Donc, c'est la nature et la sévérité du problème de négligence. La deuxième chose qu'on devrait se poser comme question, c'est est-ce qu'il s'agit d'un enfant qui est plus à risque de négligence? Alors, dans la littérature, on reconnaît un certain nombre de caractéristiques qui seraient associées à une augmentation de la probabilité que l'enfant soit confronté à une situation de négligence. Alors, parmi les caractéristiques recensées, on reconnaît que le fait que l'enfant soit perçu comme exigeant ou difficile par le parent, si l'enfant présente un handicap ou des indices de retard de développement, si l'enfant a des problèmes de santé ou des besoins spéciaux, si l'enfant a un faible poids à la naissance, si l'enfant est exposé à des substances toxiques in utero et si l'enfant a vécu une problématique de prématurité. Et le dernier élément, est-ce que l'enfant est un jeune enfant? C'est sûr que plus l'enfant est jeune, plus les conséquences de la négligence vont être élevées, mais aussi plus l'enfant est jeune, plus le risque de négligence est aussi important. L'élément sur lequel on doit aussi porter notre attention lorsqu'on fait l'évaluation d'une situation de négligence, c'est quels sont les besoins et quelles sont les conséquences possibles de la négligence sur le développement personnel, physique et l'adaptation personnelle de l'enfant. Alors, cette question-là, elle est très importante puisque dans plusieurs programmes en intervention en négligence, on reconnaît le fait que pas suffisamment de temps est passé concernant l'évaluation des besoins des enfants. Et donc aussi une centration des traitements en fonction de ces besoins qu'on peut évaluer chez les enfants. Donc, c'est pour ça que la première carte porte sur l'enfant, parce que c'est lui qui est principalement concerné et c'est sur lui qu'on doit d'abord porter notre attention. Qui est cet enfant et quels sont éventuellement ses principaux besoins? Alors ici, vous avez toute une liste de conséquences observées chez des enfants qui sont négligés. Donc, on voit qu'il y a des conséquences possibles au niveau développemental. Donc, on peut penser ici à un enfant qui va avoir un quotient intellectuel inférieur, peut-être des retards moteurs, des retards de langage, souvent comme étant, le retard de langage est d'ailleurs reconnu comme étant le principal retard observé chez les enfants négligés. Il peut y avoir des fois parfois un fonctionnement sensoriel et neuroceptif déficitaire, des problèmes d'apprentissage, des retards cognitifs, des problèmes d'attention, des problèmes de mémoire et des problèmes de concentration. Donc, ce sont toutes sortes d'éléments développementaux sur lesquels l'intervenant devrait porter son attention ou devrait demander des avis, tout au moins aux personnes de l'environnement, pour essayer de se faire une tête sur le développement de l'enfant et éventuellement ses retards de développement. Il y a bien sûr des éléments en négligence sur lesquels on doit porter notre attention, c'est toute la question de la santé physique de l'enfant. Est-ce que l'enfant présente des blessures ou est-ce qu'il y a des sévices physiques chez l'enfant? Est-ce qu'il y a des risques d'accidents mortels dans la situation, dans le contexte dans lequel l'enfant vit? Est-ce qu'il y a des risques pour cet enfant-là, pour sa santé? Est-ce que l'enfant présente des problèmes de sommeil? Est-ce qu'on observe un dysfonctionnement neuropsychologique chez l'enfant et éventuellement des retards de croissance? Le dernier élément sur lequel on devrait porter notre attention, ce sont les besoins concernant l'adaptation personnelle de l'enfant. Il y a donc plusieurs dimensions qui sont reconnues dans la littérature pouvant être présentes chez l'enfant. Donc, on peut plus facilement observer chez les enfants négligés des troubles extériorisés, des troubles intériorisés, notamment la somatisation, l'anxiété, la dépression, la présence d'un TDAH, éventuellement du retrait social chez l'enfant, des faibles compétences sociales, une faible estime de soi, l'expression et des problèmes d'expression et de régulation affectifs. On va voir chez les enfants qui commencent l'école parfois des échecs scolaires. On observe souvent un modèle d'attachement évitant ou ambivalent chez ces enfants-là et toute une symptomatologie traumatique. On parle de plus en plus maintenant de traumas complexes chez des enfants qui ont été confrontés à la négligence sévère et de longue durée. Alors, théoriquement, l'intervenant qui fait une évaluation d'une situation de négligence devrait porter d'abord son attention sur ces différentes dimensions-là pour se faire une tête sur quels sont les besoins de l'enfant et est-ce qu'on doit porter une attention soutenue sur cet enfant-là et éventuellement aussi orienter l'enfant vers les services appropriés. On vient de voir que l'enfant peut présenter certains besoins spéciaux comme enfant en situation de négligence et il y a un certain nombre de conséquences potentielles de la négligence sur l'adaptation de l'enfant.
Une des questions qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il y a des facteurs aggravants? Est-ce qu'il y a, dans la situation de l'enfant, est-ce qu'il y a des facteurs qui font en sorte que les conséquences risquent d'être encore plus importantes chez cet enfant-là? Et donc, il y a un certain nombre de facteurs de risque qui auraient, semble-t-il, un impact sur l'aggravation des conséquences de la négligence sur le développement de l'enfant. Parmi les facteurs qu'on reconnaît, donc chez l'enfant, il y a le fait que l'enfant soit très jeune. Ça augmente la probabilité que l'enfant présente des symptômes importants consécutifs à la négligence. Le fait que l'enfant ait une histoire d'alcoolisation fœtale augmente aussi les conséquences observées chez les enfants négligés. Et si l'enfant a obtenu un test de toxicologie positif à la naissance, ça augmenterait la probabilité que l'enfant présente des problèmes aggravés de la négligence. Le fait que l'enfant soit confronté à un cumul de facteurs de risque familiaux aurait aussi un impact sur les conséquences de la négligence. Et bien sûr, le fait que l'enfant soit confronté à d'autres mauvais traitements, notamment si l'enfant est exposé à de la violence conjugale, à des abus sexuels, à des mauvais traitements psychologiques ou à des abus physiques. Donc, c'est sûr que là, on augmente la probabilité des conséquences sérieuses de la négligence sur l'enfant. Autre élément important, c'est la durée prolongée de la négligence. Plus la négligence dure longtemps, mais plus effectivement, on peut observer des séquelles importantes concernant le développement de l'enfant. Et le dernier élément, c'est le niveau de sévérité de la négligence augmenterait les impacts sur le développement de l'enfant. Donc, l'intervenant a fait une évaluation de l'enfant et le deuxième élément, il porte son attention sur est-ce que j'ai des facteurs aggravants qui pourraient expliquer les conséquences que j'ai observées sur le développement de l'enfant dans un contexte de négligence. Maintenant que la situation de l'enfant est bien évaluée, maintenant on va regarder de façon plus approfondie la situation comme telle, la situation familiale, personnelle des parents et la situation environnementale de la famille qui vont nous aider à comprendre la problématique de négligence. Alors, ce qu'on voit au cœur de cette carte-là, c'est la question du stress relié à l'exercice de la parentalité. Alors, dans l'idée de ce modèle-là, ce qu'on croit, c'est que pour le parent, il y a plusieurs facteurs. Donc, on voit ici qu'il y a plusieurs facteurs, des facteurs qui appartiennent à l'enfant, des facteurs qui appartiennent au parent lui-même, ou à la situation familiale ou conjugale, ou à la situation environnementale. Donc, on voit que tous ces facteurs-là peuvent constituer des facteurs qui augmentent le stress pour le parent d'assumer sa parentalité à l'égard de l'enfant. Et donc, ces stress-là vont avoir un impact important sur les pratiques parentales non ajustées des parents aux besoins de l'enfant. Au fond, ce modèle-là permet à l'intervenant de regarder dans l'ensemble de cet environnement-là, quels seraient les facteurs sur lesquels je devrais prioriser mon intervention qui expliquerait la difficulté pour les parents d'assumer leur fonction parentale. Alors donc, ici, vous avez l'ensemble des dimensions sur lesquelles l'intervenant doit porter son attention avant de se faire une tête et d'avoir une conclusion sur l'explication de la situation de négligence chez l'enfant. Bien sûr, il va être en contact avec le parent, donc c'est une première chose. Quelles sont les dimensions sur lesquelles l'intervenant peut porter son attention? Donc, il y aurait chez certains parents, la présence de problèmes d'adaptation, notamment le fait que le parent soit quelqu'un qui est très colérique, qui est hyper réactif, qui est impulsif. Ce serait donc un élément important à prendre en considération pour expliquer en partie la difficulté du parent d'assumer ses rôles parentaux. Et vous voyez dans cette carte-là que ici, cette bulle-là est entourée d'un contour plus foncé. Ça signifie ici que cette variable-là est reconnue dans la littérature comme étant une dimension très importante à prendre en considération pour expliquer la problématique de la négligence. Bien sûr, le fait que le parent ait une problématique de consommation de drogue ou d'alcool, c'est sûr que ça peut affecter l'exercice de sa parentalité et le fait que le parent ait des activités criminelles peut avoir un impact sur sa manière d'assumer ses rôles parentaux. On peut observer aussi toute une série de vulnérabilités. Donc, c'est toute une série de vulnérabilités personnelles du parent qu'on devrait tenter de documenter pour mieux comprendre peut-être la vulnérabilité de ce parent-là. Alors, parmi les vulnérabilités qu'on observe dans la littérature, des déficits cognitifs ou une certaine déficience intellectuelle chez le parent. Le parent peut présenter lui-même un style d'attachement insécure.
Ça peut être aussi éventuellement la faible capacité de résolution de problèmes du parent. Des problèmes de santé ou des incapacités physiques peuvent nuire à l'exercice de la parentalité. Une faible estime de soi, encore ici, on voit que c'est une bulle qui est entourée d'un trait plus gras. Il semble que cette variable-là soit une variable plus fortement prédictrice de la négligence. Les habiletés sociales déficitaires du parent peuvent être un facteur important, notamment dans toute la question de l'isolement du parent. Un faible sentiment de compétence parentale du parent et éventuellement des problèmes de santé mentale, notamment la question de la dépression et la question de la présence de troubles de personnalité chez le parent. Ce sont donc des dimensions qu'un intervenant devrait tenter de documenter pour voir est-ce que j'ai affaire à un parent qui a beaucoup de vulnérabilité qui pourrait permettre d'expliquer sa difficulté à assumer ses rôles parentaux. Il devrait aussi se poser comme question, mais cette famille-là fonctionne comment? Ce couple-là, s'il y a un couple, ça fonctionne comment? Donc, parmi les dimensions conjugales qui peuvent avoir un impact sur la parentalité, on reconnaît donc la présence de violences conjugales, l'instabilité conjugale, donc le fait que le parent change constamment de conjoint, qu'il y a une instabilité des figures parentales, et la présence de conflits conjugaux seraient des éléments importants à considérer dans la situation conjugale de la famille. Quand on porte notre attention maintenant plus sur les vulnérabilités familiales, ce qu'on note, c'est une faible expression des affects positifs dans la famille, une faible empathie des parents à l'égard des enfants, un fonctionnement familial qui est chaotique et qui présente aussi une faible cohésion. La présence de nombreux enfants dans la famille augmente la vulnérabilité de la famille, la monoparentalité et la présence de violences familiales. Ce sont donc toutes des dimensions qui sont à prendre en considération, qui sont à documenter pour mieux comprendre la difficulté du parent d'assumer ses rôles parentaux. Dans les situations de négligence, il ne faut jamais oublier que ces familles-là vivent dans des conditions les plus défavorables au plan social, au plan communautaire et au plan économique. Alors, c'est incontournable comme variable, puis même ça joue un rôle extrêmement déterminant sur l'adaptation des parents, sur l'adaptation aussi des familles et des couples. Cette dimension-là, elle est vraiment centrale dans la problématique de la négligence et donc, on doit porter notre attention pour bien évaluer comment ces différentes dimensions-là peuvent avoir un impact sur l'adaptation de la famille et du parent. Parmi les ressources économiques qu'on juge insuffisantes, il peut y avoir le sous-emploi ou le non-emploi du parent, le fait que la famille vive dans des conditions de logement défavorables ou même à risque. Il y a parfois, dans certains logements, il y a des risques même pour le bien-être de l'enfant. Le fait que le parent ait une faible scolarité, que le parent bénéficie d'aide sociale et que la famille soit confrontée à une pauvreté très importante. On sait bien que ces conditions socio-économiques-là vont avoir un impact très important sur l'adaptation personnelle des parents et bien sûr donc sur la question de l'exercice de la parentalité. Parmi les ressources communautaires, on sait que ces familles-là sont souvent isolées, ne bénéficient pas toujours de ressources dont ils ont besoin. Donc l'importance de bien documenter quel est l'ancrage social de la famille, l'ancrage communautaire. Donc, des éléments qui sont à prendre en considération, c'est l'isolement social de la famille, le faible soutien auquel la famille peut avoir accès, une faible relation avec les familles d'origine. Souvent, les relations avec les familles d'origine sont coupées ou parfois même conflictuelles. Le faible soutien de la communauté dans la situation de l'enfant. L'instabilité environnementale, ce que ça signifie, c'est le fait que la famille soit constamment en train de déménager, change de quartier. Par exemple, dans une étude que nous, on a menée, on observe que chez les enfants 0-5 ans, les familles déménagent 1,3 fois par année. Alors, ce que ça signifie, c'est que la famille est constamment déracinée et vit souvent une forme d'isolement et donc un manque d'ancrage dans la communauté pour le parent. Le fait que la famille n'ait pas tellement accès à des soins ou des services. Le fait de vivre dans un quartier défavorisé augmenterait les risques de négligence et le fait de vivre dans une grande ville
apparemment, ça augmenterait le risque de présenter de la négligence chez l'enfant. Lorsqu'on évalue une situation de négligence, on prend en considération donc les ressources communautaires, les ressources économiques de la famille. On prend bien sûr en considération les ressources conjugales et familiales, les ressources personnelles du parent. Mais un élément qu'on ne doit pas oublier non plus, c'est que l'enfant présente aussi de multiples besoins et ça oblige d'une certaine façon le parent à s'adapter à ces besoins-là et devoir y répondre. Et dans ce sens-là, il y a certains enfants qui vont être pour le parent perçus comme étant beaucoup plus exigeants, beaucoup plus stressants et ce qui augmente au fond le stress relié à l'exercice de la parentalité. Toutes ces variables-là sont à prendre en considération pour comprendre les pratiques parentales du parent. Mais avant toute chose, on a deux éléments qui semblent importants à prendre en considération dans la problématique de la négligence. C'est le fait que le parent ait une connaissance limitée ou lacunaire du développement de l'enfant. Donc, il ne sait pas trop quoi faire pour répondre adéquatement à son enfant. Et on observe aussi une méconnaissance des besoins de son enfant. Donc, le parent ne comprend pas trop qu'est-ce que son enfant a besoin actuellement, qu'est-ce que son enfant est en train de vouloir lui demander. Donc, cette difficulté-là à décoder les besoins de l'enfant, à décoder les demandes de l'enfant, augmente la probabilité que le parent ait des pratiques parentales non ajustées aux besoins de l'enfant. Donc, ce sont deux dimensions sur lesquelles on doit porter notre attention. Bien sûr que quand on est dans une situation de négligence, la première chose que les intervenants vont observer, c'est la question des pratiques parentales non ajustées aux besoins des enfants. Alors, parmi les pratiques parentales qu'on observe les plus fréquemment en situation de négligence, ce qu'on observe, c'est le fait que le parent fasse passer ses propres besoins avant ceux des enfants, le fait que le parent ait des pratiques éducatives inconsistantes, la mauvaise interprétation des signaux de l'enfant peut être aussi une difficulté d'avoir des pratiques parentales ajustées, le peu de disponibilité du parent aux signaux de l'enfant, compte tenu de ses stress, compte tenu de ses propres préoccupations comme parent, le faible engagement relationnel du parent, les punitions excessives et parfois brutales du parent à l'égard de l'enfant, le manque d'affection ou de soutien du parent à l'égard de l'enfant et éventuellement des interactions négatives à l'égard de l'enfant. Ce sont donc généralement des pratiques parentales qu'on observe ou qu'on risque d'observer dans les situations de négligence. Donc, essentiellement, l'intervenant doit bien sûr documenter est-ce qu'il y a présence de ces différentes pratiques parentales-là dans la situation de l'enfant. Une fois qu'on a fait le tour de ces différentes catégories de variables, on a vu les variables relatives à l'enfant, les variables relatives aux facteurs aggravants. L'intervenant est en mesure, à la fin, de faire un bilan de la situation de l'enfant. Alors, la carte qui vous est présentée ici, c'est une carte bilan. On reprend ici l'ensemble des facteurs de risque que l'intervenant a documentés tout au long de son évaluation. Ce qu'on suggère ici, c'est que l'intervenant fait un X sur chacune des variables qu'il a observées comme étant présentes. Donc, ce que vous avez en bas ici, en rouge, ce sont tous les facteurs de risque que l'intervenant a pu documenter éventuellement lorsqu'il a fait son évaluation. Et en haut, vous avez en vert tous les facteurs de protection qui pourraient être aussi présents dans la situation de l'enfant. Donc, l'intervenant fait son bilan sur le type de négligence. Il doit se poser la question, est-ce que j'en face de moi des situations où il y a des facteurs aggravants pour expliquer les conséquences de la négligence chez l'enfant? Et ensuite, il reprend chacune des catégories de variables. Dans les caractéristiques de l'enfant, est-ce que j'ai beaucoup de vulnérabilité chez l'enfant ou au contraire, est-ce que j'ai plusieurs facteurs de protection concernant cet enfant-là? La même chose concernant les caractéristiques des parents. Donc, on a tous les facteurs de risque qui peuvent être présents chez le parent et tous les facteurs de protection qui pourraient contrebalancer ces facteurs de risque-là chez le parent. La même chose concernant le fonctionnement familial. Donc, ici, toute la question des pratiques parentales, donc toutes les pratiques parentales qui sont à risque. Et ici, tous les éléments du fonctionnement familial qui sont associés à la négligence. Et en haut, vous avez tous les facteurs de protection concernant les pratiques parentales et le fonctionnement familial et conjugal qui pourraient contrebalancer ces facteurs de risque-là. Ensuite, on a toute la question des facteurs de risque de la communauté. Alors, il y a des facteurs de risque, il y a des facteurs de protection potentiels et ici, on parle d'autres facteurs de risque potentiels. Donc, il y a d'autres facteurs qui devraient être pris en considération dans la situation d'évaluation. Donc, essentiellement, ce que l'intervenant fait, c'est qu'il fait des X sur chacune des variables
associées à la situation qu'il vient d'évaluer. Et ça lui permet de se faire une tête sur est-ce que j'ai beaucoup de facteurs de risque, peu de facteurs de protection, ce qui fait que la probabilité que je retienne un enfant comme ça en signalement est beaucoup plus élevée. Ou au contraire, j'ai un contexte de négligence où il y a quelques facteurs de risque, mais il y a quand même un bon nombre de facteurs de protection qui me permettraient de me dire, bon, ben OK, l'intervention risque d'être plus une intervention de première ligne avec des cibles plus spécifiques sur lesquelles je porterai mon attention. Donc ici, c'est là que l'intervenant se fait une tête sur la situation et décide sur quelle dimension il va éventuellement travailler. Bien sûr que s'il se reporte à la carte conceptuelle numéro 3 et il va donc visualiser d'une certaine façon les facteurs de risque qu'il a reconnus comme étant importants dans sa situation, bien, ça va lui donner aussi une voie à suivre pour planifier son intervention. Si les facteurs de risque sont beaucoup plus des facteurs de risque conjugaux, familiaux, bien, il va porter son attention sur ces éléments-là. Mais si c'est plus des facteurs d'environnement, de ressources économiques, sociales et communautaires, bien sûr qu'il va mettre l'accent plus sur cette dimension-là. Parfois, dans certaines situations, c'est plus la santé mentale, les problèmes d'adaptation du parent qui sont à prendre en considération. Les autres dimensions étant bien sûr présentes, mais probablement moins déterminantes que les problèmes d'adaptation ou les vulnérabilités personnelles du parent. Donc, l'intervenant se devra de faire un choix sur la catégorie de facteurs sur lesquels il devrait porter son attention pour ensuite planifier son intervention. Alors, une fois qu'il a pris ses décisions, voilà les facteurs que je vais prendre en considération dans ma situation de négligence potentielle. Alors, il va tenter de planifier son intervention. Alors, la carte qui vous est présentée ici, la carte numéro 5, essentiellement, ça vous donne un aperçu des grands principes généraux concernant l'intervention en contexte de négligence. Donc, c'est quoi le cadre général de l'intervention? Donc, on dit que dans une approche en négligence, on devrait toujours favoriser une approche collaborative et de proximité avec les familles. Donc, on ne doit pas s'attendre à ce que les familles vont se déplacer. On se doit d'être un peu plus proche de la famille, plus proche aussi des partenaires pour faire un travail plus concerté et plus de proximité auprès de la famille. Bien sûr, on doit travailler les deux éléments simultanément. Donc, on doit travailler la perturbation de la relation parent-enfant et bien sûr la perturbation famille-environnement. On doit bien sûr porter spécifiquement notre attention sur les besoins de l'enfant et en tenir compte dans notre intervention et vraiment être attentif à ces questions-là des besoins des enfants. Donc, il est recommandé dans les principaux programmes d'intervention d'avoir des interventions multidimensionnelles. Bien sûr, on doit travailler sur plusieurs besoins, différentes dimensions concernant la famille. On doit aussi travailler dans une approche interdisciplinaire et de collaboration intersectorielle parce qu'une famille, parfois en situation de négligence, c'est une famille qui va avoir besoin de différents services et donc on aura besoin de différents intervenants autour de la famille. Et ce qui est souvent très important et qui est mentionné dans les programmes, c'est d'avoir toujours un intervenant pivot qui assure la coordination de l'ensemble de la prise en charge de la famille et de l'enfant. On parle beaucoup de l'importance de l'évaluation. Donc, la carte conceptuelle, c'est d'une certaine façon un outil d'évaluation qui est assez complet. Et donc, on assure que quand on a utilisé la carte, on a vraiment documenté ce qui est à documenter concernant la problématique. Et ce qui est recommandé aussi, c'est d'assurer une évaluation continue. Alors, si vous avez fait une carte conceptuelle au début de la prise en charge, bien, il est recommandé qu'à tous les 3-4 mois, on reprenne la carte conceptuelle et on revisite un peu les objectifs qu'on s'est fixés pour voir est-ce que j'ai des interventions que je devrais peut-être abandonner parce que les choses ont évolué. Est-ce qu'il y a des choses que je devrais cibler davantage parce que je vois que ça apparaît comme des éléments nouveaux dans la situation de la famille? Donc, l'évaluation continue est nécessaire pour qu'il y ait toujours un ajustement aux différents besoins de la famille et de l'enfant. Dans les moyens suggérés, bon, c'est sûr qu'une des dimensions, puis ça revient dans tous les programmes, c'est l'importance de miser sur les forces des familles et soutenir le plus possible leur autonomisation, puisqu'éventuellement, il va falloir qu'ils se passent de nous dans la vie. Donc, il faut soutenir le plus possible le renforcement, l'empowerment des familles. On sait aussi qu'une intervention en négligence, bien, c'est souvent une intervention qui doit être de longue durée, qui doit être intensive, qui doit être cohérente, ajustée aussi aux besoins des enfants, en continuité avec la famille et les besoins de la famille.
et toujours en tenant compte des capacités des parents et des capacités des enfants. Donc, on ne peut pas demander des choses que la famille n'est pas en mesure de réaliser. Donc, c'est très important d'ajuster toujours nos interventions à cet élément-là. Il faut bien sûr tenter de minimiser le plus possible les changements d'intervenants parce que l'établissement d'une alliance thérapeutique, ça peut prendre beaucoup de temps avec une famille. Donc, s'il y a des changements, ces changements d'intervenants régulièrement, bien, il va y avoir d'une certaine façon un abandon de la famille ou un non d'investissement de la famille dans son intervention. Bien sûr, donc, miser sur l'établissement d'une alliance thérapeutique, je pense que c'est le cœur de l'intervention. Avoir toujours des objectifs clairs et concrets connus par la famille et avec toujours aussi des résultats qui est attendus à la fois par l'intervenant et la famille. On suggère aussi l'implication de la famille élargie et surtout du réseau social et environnemental de la famille. Et il est reconnu, puis dans la plupart des programmes, de prévoir des interventions de groupe. C'est quelque chose qui est très favorable puisque ça permet aux parents aussi de sortir de leur isolement et éventuellement de créer un réseau secondaire informel autour d'eux autres. Alors ici, vous avez dans les couleurs toute une série d'interventions spécialisées, là. Donc, ce sont des programmes, là, vous pouvez voir dans la recension des écrits, ce sont toute une série de programmes qui sont prévus pour répondre aux différents besoins des enfants et des parents. Donc, là, je ne vais pas vous énumérer tous ces programmes-là, donc je pense que c'est un peu long, mais essentiellement, ici, vous avez donc l'ensemble je dirais, des principales cibles d'intervention qu'un intervenant devrait éventuellement prendre en considération pour la planification de son intervention. Et il y a des cibles qui concernent l'enfant plus spécifiquement. Il y a des cibles qui concernent bien sûr la relation parent-enfant. Il y a des cibles autour du parent lui-même. Et il y a des cibles concernant la question des ressources de la famille. Alors, normalement, donc, l'intervention en négligence devrait prendre en considération l'ensemble de ces besoins-là, d'où l'importance d'avoir une intervention multidimensionnelle, puisqu'il y a beaucoup de besoins différents sur lesquels on devra porter notre attention. Voilà donc l'ensemble de la connaissance qu'on a pu documenter concernant la situation de négligence. Essentiellement, nous, bien sûr, ce qu'on recommande, c'est l'utilisation de ces cartes-là dans les évaluations des enfants lorsqu'on pense qu'il y a un risque de négligence. Ce qui est très important de savoir, c'est que si vous faites une évaluation d'une situation de négligence puis que vous êtes en première ligne, bien, si jamais vous faites un signalement de cet enfant-là en deuxième ligne, bien, il n'y a rien qui empêche que vous présentiez cette carte conceptuelle-là aux intervenants de deuxième ligne qui parfois vont connaître aussi ces cartes conceptuelles-là. Donc, la carte conceptuelle, c'est bien sûr un outil d'évaluation pour l'intervenant, mais c'est aussi un outil d'explication. Quand je vais expliquer à un autre intervenant quelle est ma compréhension de la problématique de négligence, bien, quand je présente la carte, bien, je suis en mesure de rendre compte de ma pensée puis de rendre compte de ma compréhension de la situation. Idéalement, une carte conceptuelle, ça devrait être comme un témoin dans une course à relais. C'est bon, j'ai fait ma carte conceptuelle en première ligne, j'ai référé l'enfant en deuxième ligne. Ils ont utilisé la carte conceptuelle pour poursuivre l'intervention. Si l'enfant revient en première ligne, bien, la carte conceptuelle revient en arrière avec l'enfant pour qu'on continue de garder toujours un peu le même langage, puis essayer de toujours avoir une certaine cohérence d'un niveau d'intervention à un autre. Donc, la carte conceptuelle, c'est aussi un objet de transfert de connaissances, un objet de discussion sur le plan clinique entre les intervenants de différentes instances. Alors, bonne utilisation de la carte conceptuelle.